Bonjour à tous, bonsoir Ulysse, Marie-Élise, Delphine, et bonsoir Noël, Toinette, Magali, et surtout attention les yeux, bonsoir Ève et Florence, Florence et Ève. Ève à gauche, si je ne me trompe pas, Florence à droite, si rien n'est inversé. Bonsoir Ève et Florence, je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour parler de ce livre que vous voyez à l'écran, La pédagogie positive à l'école primaire, et surtout, plus que de ce livre, de tout ce qui se cache derrière ce livre, c'est-à-dire votre expérience et ce que vous avez envie de raconter sur la pédagogie positive. Bonjour Ève. Bonjour Benjamin. Et bonjour Florence. Bonjour Benjamin, bonsoir à tous. Bonsoir, et je serai le porte-parole des auditeurs et spectateurs de ce live. Noël, Alice, Athèse, Mage, François, Sandra, Madi, Milou qui vous disent bonsoir, Ève et Florence, Super. et dont je relayerai les questions, les commentaires, etc. Il y a des coquelicots, des mimosas, des jasmins. C'est un bouquet de fleurs extraordinaire d'élèves, anciens élèves, futurs élèves, ou pas du tout élèves d'objectifs CRPE, mais que des gens, en tout cas, qui sont passionnés de pédagogie, qui probablement soit sont professeurs des écoles, soit envisagent de le devenir et forment le projet de passer le CRPE. Et nous avons la chance, l'honneur et l'amitié de vous avoir toutes les deux ce soir, Ève et Florence, pour nous parler de pédagogie et plus particulièrement de pédagogie positive. Je remontre le livre avant de vous laisser parler, mais c'est ce qui nous donne l'occasion de nous voir ce soir, c'est la parution de ce livre chez Duno, la pédagogie positive à l'école primaire, cycle 1, cycle 2, cycle 3, c'est une boîte à outils. C'est un tas d'outils pratiques pour pratiquer la pédagogie positive, et vous allez nous expliquer un peu tout ce que c'est que ça. Et pour commencer, peut-être, si vous le voulez bien, nous dire un petit peu qui vous êtes, parce que voilà, certains élèves peut-être d'Objectif CRPE te connaissent, Ève, pour des vidéos qu'ils ont trouvées sur leur espace de cours, mais certains ne vous connaissent pas, et donc ce serait peut-être bien, pour commencer, que vous nous disiez un petit peu qui vous êtes et d'où vous parlez, comme on disait. Ok, moi je vais commencer. Ouais. Alors, moi je suis, j'allais dire maintenant un peu plus libre de mes activités, mais j'ai été jusqu'à l'année dernière donc en poste d'inspectrice à Paris, et je travaillais avec Florence. Florence était ma conseillère pédagogique, et on était très impliqués l'une et l'autre sur des actions de formation. Et très vite, Florence et moi, on est tombés d'accord en définitive, on s'est trouvé des points de convergence sur l'évidence suivante, c'est que très souvent on parlait de pédagogie et aussi de didactique, mais que dans cette dimension de la technicité en fait de l'enseignement, on oubliait un peu, trop souvent de notre point de vue, la dimension de l'élève et de l'enfant. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte en fait que cette dimension du développement de l'enfant, de son bien-être, de la qualité de ses relations au sein de la classe, de l'environnement dans lequel on le fait évoluer dans la classe, et de tout ce qui lui permet en définitive de grandir et d'apprendre dans la bienveillance, cette dimension-là, elle était quand même pas toujours présente. Et on s'est trouvé des points de convergence, des points de rencontre, avec l'idée qu'il fallait peut-être qu'on insiste sur les aspects pédagogiques de la pédagogie, hein, les aspects positifs, pardon, de la pédagogie, alors que, en définitive, normalement, le pédagogue est quelqu'un de positif. Mais on s'est dit qu'il fallait en rajouter un petit peu pour qu'on ait vraiment une pédagogie qui soit mise au service du bien-être de l'enfant et de ses apprentissages. Donc voilà ce qui a été à l'origine du livre qu'on a écrit toutes les deux.
D'accord, donc vous avez travaillé ensemble dans l'académie de Créteil? On est Paris, sur pardon, Paris. Oui, on excuse-moi. était sur Paris. Florence est toujours sur Paris. Toi en tant qu'inspectrice et toi, Oui, Florence, en tant que conseillère pédagogique. C'est ça. C'est ça? Tu veux nous dire un peu, Florence, qui tu es et ce que tu fais? Oui, avec plaisir. Donc moi, je suis à la base enseignante. J'ai enseigné à Paris, mais j'ai aussi enseigné à l'étranger et je le précise parce qu'en fait, je pense que ça a été un déclic dans ma vie professionnelle. Ah J'ai eu oui, la chance de travailler aux États-Unis et au Panama. d'accord. Et par la suite, en rentrant en France, je suis devenue ce qu'on appelle maître formateur, puis conseillère pédagogique. Un maître formateur, c'est un enseignant qui passe une certification pour pouvoir accompagner, aider les jeunes enseignants qui rentrent dans le métier. Et puis, la phase d'après, c'est de devenir, si on le souhaite, conseillère pédagogique, auquel cas on continue d'aider les enseignants qui entrent dans le métier après leur première année de stage. Et puis, on est amené à faire beaucoup de formations, surtout en formation continue. Et la raison pour laquelle je parlais des États-Unis, c'est parce qu'en fait, j'ai découvert en enseignant aux États-Unis que la place de l'enfant dans le processus d'apprentissage était réellement différente de ce que j'avais pu connaître en France. J'ai eu la chance de travailler en plus dans une école bilingue où j'avais, j'allais dire, une doublette. Quand mes élèves en classe de CE2 n'étaient pas avec moi, ils étaient avec ma doublette anglaise, américaine, pardon. Et les élèves me disaient constamment: «Mais tu sais, quand on est avec Julie», qui était donc l'autre enseignante, Mhm, on fait une faute et ben, on peut faire comme si, on peut recommencer. Et j'ai progressivement, je pense, cheminé, mhm. vers une autre approche de l'enfant, sachant que j'avais aussi moi-même des enfants qui étaient dans le cursus. Donc j'ai vu de quelle manière, en fait, on considérait l'enfant, on lui permettait de Mhm. faire des C'est-à-dire que erreurs. tes propres enfants étaient scolarisés dans une école américaine, c'est ça? Exactement. Et donc j'ai vu de quelle manière, encourager les enfants, être positif, c'était pas du laxisme, mais ça pouvait réellement, apporter, être des leviers pour l'apprentissage et le bien-être. D'accord. Et de Donc, retour, oui. j'allais dire, en France, j'ai eu la chance d'arriver dans la circonscription donc d'Ève, qui était l'inspectrice, et d'avoir, j'allais dire, un œil, une écoute attentive pour cette pédagogie où en fait enseigner, c'est pas que de la didactique, c'est-à-dire être un très bon didacticien en français et en mathématiques, c'est important, mais on s'aperçoit qu'avec un public, des profils d'élèves qui sont de plus en plus différents, être un très bon didacticien, malheureusement, ça peut plus suffire. Et est-ce que tu aurais une histoire à nous raconter ou un truc qui t'a, Oui. pour rendre un peu concret cette histoire de cette prise de conscience que tu as eue apparemment très loin d'ici, que la didactique ça suffit pas et que y a autre chose dans le rôle de l'enseignant. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur, une prise de conscience? Alors, par exemple, une année, j'ai accueilli dans ma classe un enfant qui avait déjà du retard scolaire et qui vivait avec, j'allais dire, un environnement social et scolaire qui était complexe et difficile à porter pour un petit enfant de 5 ans en développement de sa personnalité. Hmm. Et j'avais pris l'habitude de mettre en place dans ma classe une démarche qu'on appelle la discipline positive, qui est une Mhm. démarche anglo-saxonne que j'avais commencé à développer aux États-Unis, mais que j'ai importé, si on peut dire, si je peux dire, en France. Mhm. Donc, dans ce cadre-là, tous les jours, en remontant de la récréation, on faisait ce qu'on appelle un tour de merci. Et Mhm. chaque élève disait, s'il le souhaitait, merci à une personne qui était dans la classe. Donc, ça pouvait être un élève, ça pouvait être la SEM, ça pouvait être une AESH, ça pouvait être pour moi, pour un camarade, etc. Ouais. Quand on est arrivé dans l'école, bien évidemment, il était très perturbé. Donc il participait il s'asseyait en même temps que ses camarades à ce tour de parole
mais il ne parlait pas. Il manifestait vraiment un mal-être qui était très visible. Mmh. Et puis, au bout d'un mois, parce que c'est une activité qu'on répétait tous les jours, au bout d'un mois, il y a un enfant, un petit camarade qui a dit, je vais changer volontairement le prénom, hein: «Tu sais Lucas, j'aime bien quand dans le rang, tu me donnes la main pour monter dans la classe». Et à partir de ce moment-là, je m'en souviens encore, ça m'a Mmh. vraiment marquée. Ce petit Lucas qui était très meurtri, il a commencé à redresser la tête et il s'est dit: «Ça y est, quelqu'un dans la classe pense à moi, j'existe pour quelqu'un». Ah, génial. Attends, donc si j'ai bien compris, tu faisais un genre de rituel C'est ça? où tu invitais chaque enfant Oui, ou ceux qu'il souhaite à c'est ça. dire merci à qui il voulait, c'est ça? Exact, C'était ça l'activité? Et ça se passait quoi, tous les jours? tous les jours, parce que c'est Tous un peu les comme, jours, tu vois, d'apprendre à dire merci ouais, et donc ça se passait tous les jours, ça prend à peu près un quart d'heure. Mais ouais. d'expérience, en fait, en France, on s'aperçoit, on n'est pas tellement formé, j'allais dire, à ce genre de technique, de dire merci et Mhm, en public. Donc mhm. il fallait au moins 6 mois pour que les 30 élèves arrivent le même jour à dire un merci, Ouais, tu vois? parce que tu veux dire au bout de 6 mois, en France, Ouais, tout le ça monde y est est, tout le monde formé, participe et a un merci à dire à quelqu'un. c'est ça. Mhm. Et alors ce petit garçon, donc je vais finir avec son histoire parce que Ouais, ça m'a vraiment beaucoup marquée. le À pseudo Lucas. Ah, voilà. À partir du moment, tu vois, où il s'est senti, j'allais dire, appartenir au groupe classe, Mhm, il a commencé à s'intéresser aux apprentissages scolaires. mhm. Et à la fin de l'année, il avait été promis, c'était quand même un enfant qui était lourdement atteint, puisqu'on pensait qu'il allait en hôpital de jour. Ah oui. Et Pourquoi? Parce qu'il avait un diagnostic sur un handicap. Il y a plutôt alors, de la maladie mentale, hein. Il y avait un syndrome de maladie mentale assez D'accord. ce Mmh. voilà, Mmh. exactement. Mais néanmoins, on s'est dit: «Ça vaut peut-être le coup, vu tous les progrès qu'il a fait en termes de compétences relationnelles et sociales, Mhm, en termes d'apprentissage, de se dire: "Eh ben, ce petit garçon-là, on va peut-être le maintenir 1 an de plus, puis on va voir ce qu'il va devenir"». mhm. Et puis au bout d'1 an, donc de la deuxième année finalement, sa deuxième grande section, alors il n'a pas rejoint un CP normal, mais il a rejoint une classe, qu'on appelle, Ulysse. ULIS. Mmh. Donc qui est une classe qui, permet aux enfants qui ont, certaines difficultés d'apprentissage d'être, à temps partagé entre une unité un petit peu spéciale et une classe ordinaire. Mhm. Ouais. Et la Donc seule on est bien en France là, hein. C'est pas une histoire qui s'est Oui, passée oui. en Amérique, hein. Ah oui, non, c'est une Ah. histoire qui se passe en France. Et ce petit garçon, c'est là, je vais dire, la cerise sur le gâteau, c'est Mhm. qu'en quittant le dernier jour de classe, il m'a dit: «Mais tu sais maîtresse, l'école c'est génial, moi j'aimerais vivre à l'école». Ah, génial. Et ça m'a marqué, j'allais dire, parce que c'est un Mhm. témoignage de, bah, quand on est, j'allais dire, exigeant mais bienveillant, hein, on est sur les 2 jambes, Mhm. ça encourage l'enfant Mhm. à progresser et à s'intéresser Ouais. davantage à l'école. Et, Mmh. et ce que j'entends de l'histoire que tu nous racontes là, c'est que euh, évidemment, c'est par ton intermédiaire que ce truc s'est produit, mais ce qui s'est produit, c'est qu'un de ses pairs, un élève, lui a dit merci et lui a dit, enfin, c'est pas toi qui l'avais valorisé directement. Il s'est senti valorisé par un autre enfant. Oui, c'est exactement ça. Ok. Ouais. Et ça, c'est OK, Ève, pardon, parce que Oui, je vois Jean des Jean réactions qui disent ah ouais, super idée, machin. C'est OK oui, de faire ça dans une salle de alors, classe en France, de dire eh OK, ben, tous les tu matins, je vois? vais vous proposer de vous dire merci Mais les uns les autres? mais bien sûr. Tu vois, Benjamin, Ouais. pourquoi Florence et moi, on a voulu écrire ce livre à 4 mains? Moi, j'ai voulu le faire en tant qu'institutionnel pour, montrer aux enseignants que des démarches pédagogiques qui aident, les enfants les plus fragiles à se sentir bien à l'école et à apprendre de manière
qualitatives et quantitatives, ces démarches pédagogiques, ils ont la possibilité de les mettre en œuvre. Et c'est pour ça que par j'allais dire, ma représentation institutionnelle, en lien avec toutes les démarches que Florence mettait en place dans sa classe, et des démarches qu'elle promotionne aussi autour de la discipline positive, on a eu envie toutes les deux de soutenir cette organisation de la classe, qui est un petit peu différente, où on donne plus de place, en définitive, à la vie de l'enfant, où on conçoit différemment l'environnement de vie, où on donne, j'allais dire aussi, plus de temps dans l'écoute et la bienveillance. Ça a une incidence directe sur les apprentissages. Donc, on est pile poil dans la mission institutionnelle de l'école, tu vois. Et on a la possibilité tout à fait de choisir ces démarches pédagogiques. C'est pour ça qu'on avait envie, en fait, d'en faire une boîte à outils qui s'inscrit parfaitement dans les missions de l'école. D'accord, mais alors, un truc qui m'interpelle, c'est que j'ai entendu plusieurs fois dans ce que vous avez dit, on a envie d'écouter l'enfant, vraiment de se mettre à sa place, etc. Mais une des choses que j'ai lues dans votre livre, et que je trouve super intéressante, c'est parmi les dizaines d'outils que vous proposez dans cette boîte à outils, où en gros c'est vous avez des doubles pages, là c'en est une, reconnaître ses erreurs et les réparer. Et là, il y en a une, voilà, coup de bol, enseigner explicitement. Et une des choses que je peux lire dans cet outil 41, enseigner explicitement, ça dit on a longtemps considéré que l'effet maître avait un impact négligeable sur la réussite des élèves et que le milieu socio-économique expliquait en grande partie la réussite ou l'échec, l'école reproduisant des inégalités sociales. Mais, pardon, je passe, et les approches centrées sur l'enseignant, direct instruction, sont plus efficaces que celles centrées sur l'élève, apprentissage par la découverte. Et les anglo-saxons proposent une démarche explicite en 3 étapes avec une diminution progressive du guidage. D'abord la modélisation, l'enseignant fait. Ensuite la pratique guidée, l'enseignant et les élèves font ensemble. Et enfin la pratique autonome, les élèves font seuls. Les textes officiels récents recommandent d'enseigner explicitement techniques, stratégies et démarches. Et donc, il y a un truc là qui m'intéresse et sur lequel j'aimerais bien vous entendre, c'est que je crois comprendre qu'il y a à la fois dans la pédagogie positive dont vous parlez dans cet ouvrage, un intérêt profond pour l'élève, ce qu'il ressent, ce qu'il comprend, se mettre à sa place, lui donner toute sa place dans l'apprentissage, etc. Et en même temps, j'entends aussi, c'est au maître de dire ce qu'on est là pour apprendre, d'expliciter ce qu'on est là pour apprendre, et c'est pas du tout le trip l'élève va faire des trucs et découvrir par lui-même ce qu'il est en train d'apprendre. Ah non, pas du tout, Benjamin. C'est pour ça qu'on est bien dans une démarche pédagogique. Ouais. Et il y a un initiateur de cette démarche et il y a un metteur en scène de tout ça qui est le maître, dont l'action est principalement en fait centrée sur les conséquences que ça a pour l'enfant en termes de bien-être. Je redis ça, il n'y a pas d'apprentissage sans bonheur d'apprendre, ça, je pense que c'est important. Et on a l'appui des sciences cognitives là-dessus aussi, tu vois. On est allé chercher comme point d'appui et comme cadre théorique tout ce que disent les sciences cognitives sur le développement du cerveau, sur l'intelligence émotionnelle, sur le rôle du contrôle orbitofrontal et tout ce qui développe la qualité en fait de la perception et la qualité de la pensée, mais le metteur en scène de tout ça, c'est bien le maître. D'accord. Et ça, c'est validé par les sciences cognitives, parce qu'effectivement, c'était aussi une de mes surprises en lisant ce livre, c'est le chapitre 1
Hein, il y a une dizaine de dossiers, je crois, dans le livre. Hein. Je vais juste citer, si vous voulez bien, pour nos auditeurs qui n'ont pas encore le livre, mais je crois qu'ils peuvent le gagner en participant à un jeu concours. Il y a un lien dans le chat. Et puis sinon, toutes les bonnes librairies le diffusent, y compris les librairies en ligne, mais pas celles qu'on ne nomme pas. Voilà. Mais bref. Je vais citer le titre des différents dossiers qui composent cette boîte à outils. Il y en a une dizaine. Enseigner avec les neurosciences, initier la construction des valeurs, améliorer les compétences personnelles et ensuite installer les compétences sociales, organiser la classe, développer un climat de classe serein, la posture éducative et la coéducation positive pour finir. Avec les parents. Avec les parents et l'institution et toutes les parties prenantes du game éducatif. Le premier dossier, c'est enseigner avec les neurosciences. Et j'étais un peu surpris et intéressé de voir que vous faisiez cette place aux neurosciences. D'où ça sort parce que la pédagogie positive, c'est ça le fil rouge de votre ouvrage. Qu'est-ce que viennent faire les neurosciences là-dedans? Parce que la pédagogie positive, après je redonne la parole à Florence, Oui. elle s'adresse en fait au cerveau de l'enfant. Et le cerveau, c'est pas en fait qu'une boîte de connexion de synapses, c'est aussi le mélange d'un certain nombre de zones du cerveau qui interagissent les unes avec les autres. Et pour pouvoir apprendre, les neurosciences, toutes les dernières découvertes dans le domaine de l'imagerie par résonance magnétique montrent qu'en définitive, la pensée est impactée par le fonctionnement émotionnel, est impactée par la capacité d'attention, la mémoire est très tributaire en fait du contexte d'apprentissage. Donc tout ça, ça nous intéresse, Benjamin. Ça veut dire qu'on peut d'autant mieux, j'allais dire, construire un développement de la pensée qui prend en compte toutes les dimensions du développement de la personne, de l'enfant. Ok. Pardon, il y a Lucas. Lucas, tu veux venir? Lucas qui est là pour nous ce soir. Est-ce que tu peux, mon vieux, dans mon bureau, il doit y avoir un grand bouquin de Daumier qui s'appelle Maîtres et élèves ou je sais pas quoi. Enfin, c'est sur mon bureau. Parce que j'y pense là à l'instant en écoutant Ève, j'ai vraiment envie de vous montrer des images parce que la question que je me pose, c'est non, les neurosciences valident un certain nombre de conceptions que vous retrouvez dans votre ouvrage sur la pédagogie positive. C'est-à-dire que ce que tu dis, c'est... Nous, on est sûr, si tu veux, que les recherches qui ont été menées, qui sont des recherches très très sérieuses, hein. Il y a des scientifiques, il y a des laboratoires, Oudé, neurones miroirs, c'est Risolati, les fonctions exécutives et la mémoire, il y a des sommités qui ont travaillé depuis quelques années là-dessus. On est sûr, si tu veux, que ces recherches et toutes les découvertes qui ont été faites valident en fait la mise en œuvre dans la classe de démarches qui prennent en compte ces dimensions-là, que la recherche met en évidence, tu vois. Mais donc, ouais, exactement, merci. Voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. Regardez. Est-ce que... pardon. Rien. Vous voyez? Ah non, zut, vous voyez rien! Aïe, 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 le fail. Alors, nos auditeurs ont vu et vous ne voyez pas. Pardon, on a essayé de faire un live Covid-friendly. Donc, Ève, Florence et moi sommes séparés par la géographie. Et donc, en fait, Ève et Florence m'entendent mais ne me voient pas et ne voient pas l'image que j'étais en train de brandir. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'image, Benjamin? Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, mais c'était, pardon, en fait, je suis tombé la semaine dernière dans un libraire de la rue Mazarine sur un beau livre de Daumier. Le caricaturiste? Le caricaturiste du 19e siècle, exactement. Ça s'appelle Professeurs et moutards et c'est un best-of des dessins de Daumier sur l'école. Et en couverture, il y en a un que nos auditeurs voient et que vous ne voyez pas du coup, mais qui
qui montre un professeur de la Troisième République ou je sais pas, enfin en tout cas il est vêtu de noir, il fait peur et il fait mal et il est en train de Oula. tirer l'oreille Voilà. d'un enfant qui a dû faire une grosse bêtise et c'est pas de la, enfin C'est pas du positif, hein. c'est probablement pas du positif. Et je me disais, c'est dingue, en fait, l'école d'aujourd'hui, par certains aspects, ressemble beaucoup à celle de Jules Ferry et probablement qu'entre une salle de classe d'un collège ou d'un lycée de France de 2021 et la salle de classe d'un collège ou d'un lycée de 1880, il y a peut-être pas de masse de différence, mais par contre, j'ai l'impression que dans une maternelle ou dans une école primaire de France de 2021, ça ressemble pas à ce que j'imagine que c'était au temps de Daumier. Oui. Et j'ai l'impression que la principale différence, peut-être, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne tire plus les oreilles de l'élève en difficulté, on ne file pas des coups de règles sur les doigts de l'élève qui a fait une faute. Tu parlais, hein, Florence, je crois, du statut de l'erreur ou tu disais de la faute telle que tu l'avais vécue à la fois en tant qu'enseignante et que parent d'élève en Amérique. Ouais. Et est-ce que c'est pas finalement la principale différence et peut-être la seule entre l'école de Jules Ferry et la nôtre? Il y a sûrement beaucoup de différences. Enfin, il y a Il y en a- beaucoup de différences. Il y en a d'autres. Oui. Bon. Le sens de l'erreur, ça me semble être important de travailler Ouais. dessus. Ouais. Ce sens où il faut trouver dans l'erreur une source d'apprentissage. Mm. Ça, c'est la première chose. Et que deuxièmement, souvent en tant qu'enseignant, on a tendance à exiger de l'enfant des compétences ou des connaissances qu'on ne lui a pas enseignées. Ouais. Un enfant qui, par exemple, à la maison, on n'aurait pas les mêmes, j'allais dire, une éducation qui est portée sur la civilité, la politesse. Si l'école, en fait, ne prend pas ça en relais, Ouais. bah, on va passer à côté. Si c'est pas nous, ce sera personne, d'une certaine Ouais. enfin, Ouais. voilà. Il y a ça et puis après le sens de l'erreur dans les apprentissages, c'est, regarder, où en est l'enfant et justement avec cette pédagogie explicite, c'est faire des allers-retours pour comprendre là où en est l'enfant, Ouais. pour le faire, évoluer, progressivement et de manière beaucoup plus individualisée que le grand groupe le permettrait. Ouais. Mais ça suppose une attention. Enfin, Oui. une question que je me pose et que se pose peut-être, je pense qu'il y a des enseignants parmi nos auditeurs ce soir, c'est comment on fait avec 24 élèves. Mmh. J'entends que il faut valoriser les progrès faits par chacun, il faut pas stigmatiser les erreurs et rabaisser les élèves, porter un regard positif sur voilà le chemin qui a déjà été fait, etc. Mm. Mais comment je fais pour pardon, hein, parce que je sais que c'est un peu une question insoluble, parce que justement, l'école d'aujourd'hui et d'hier, c'est 24 élèves par classe. Ou non, pas forcément, je crois qu'il y en a plus que 12. Oui, en grande section CP, en zone d'éducation prioritaire, mais c'est pas zone... partout. Ouais, Ouais. mais donc il y a des classes avec 12 élèves. Ouais. Il y a, me dit-on, Alexandra et Ouais. Magali me Ouais. disent voire 28. Donc Ouais. comment on fait avec 24, 28 élèves pour faire exister chacun et pour valoriser les progrès de chacun, etc. Pardon, hein, c'est une question un peu... Oui. Alors, avant de répondre à ta question, en partie, Benjamin, Ouais. je voudrais préciser le statut de l'erreur, hein, parce que Ouais. ça, les sciences cognitives nous le montrent, hein, c'est parce qu'on se trompe qu'on apprend. Ouais. Hein. Ouais. Donc, notamment, tout ce qu'Olivier Houdet a mis en évidence concernant, si tu veux, l'inhibition, en fait, des stratégies et des automatismes
de l'enfant face à une tâche, et le fait que quand il va se tromper, en définitive, l'enseignant va l'aider à surmonter en fait l'obstacle sur lequel il vient buter, hein, qui est l'utilisation d'une procédure automatisée, pour pouvoir en fait invalider cette procédure-là et construire en fait une connaissance qui lui permettra en définitive de pouvoir trouver la bonne réponse, quelle que soit la situation. Bon, je ne vais pas donner l'exemple de Olivier Houdet, mais il l'explique très très bien dans ses travaux, dans ses recherches, hein. Mais en tout état de cause, si tu veux, quand un enseignant est face à des erreurs de la part de ses élèves, c'est, j'allais dire, une super chance pour lui, parce que ça lui permet, il comprend le raisonnement ou la logique qui est à l'œuvre dans le travail de l'enfant, hein, et il va en fait aider l'enfant à identifier ce qui pose problème, ce qui fait obstacle. Il va l'aider à construire une procédure qui sera une procédure formelle et valide, quelle que soit la situation d'apprentissage, tu vois. Donc, c'est une sacrée chance, hein. Donc, c'est une chance pour l'enseignant et c'est une chance aussi pour l'enfant. Absolument, Mais absolument. comment on fait pour... Pardon, excuse-moi Ève, mais moi, j'ai des enfants de 7 ans, ils sont en classe de CE1, et ça y est, je ne sais pas comment, et vraiment à mon corps défendant, et peut-être au corps défendant du prof, mais ils ont chopé ce truc où faire une faute, c'est grave. On essaye de pas faire de faute, et on cherche le TB, le A, la récompense du prof. Enfin, je suis désolé, mais moi, j'ai pas réussi, et les profs de mes enfants n'ont pas réussi non plus à faire de l'erreur une super bonne nouvelle, une occasion de progresser, un machin, quoi. Oui, mais là, il y a peut-être j'allais dire, des dynamiques à renverser, hein. C'est-à-dire que on peut montrer aux enfants qu'effectivement, qu'ils aient envie de donner le meilleur d'eux-mêmes, c'est normal. Qu'ils aient envie de récupérer des TB, des A, bon. Nous aussi, hein, on est assez perfectibles et on aime bien avoir réussi. Mais en tout état de cause, il faut organiser avec eux des situations qui montrent qu'en définitive, c'est parce qu'ils vont faire des erreurs qu'ils vont progresser et en plus, si tu veux, arriver à un niveau de compétence où ils seront dans la maîtrise totale. Et ça, il faut le mettre en œuvre dans la classe. Il faut le montrer, il faut le démontrer. Donc, il faut que tu le montres en tant que père. Il faut père. encourager l'aspiration à l'excellence et à la maîtrise. Moi, je pense qu'il faut donner aux enfants l'occasion de donner le meilleur d'eux-mêmes, de montrer le meilleur d'eux-mêmes, ne serait-ce que par rapport à eux-mêmes. Ça s'appelle la confiance en soi, ça s'appelle l'estime de soi, ça s'appelle l'image de soi. Mais en tout état de cause, quand il y a une erreur, il faut montrer en quoi cette erreur va leur permettre d'aller plus loin, tu vois? Tu comprends? Ouais. Mais alors, je reviens quand même sur l'idée d'enseigner au collectif. Parmi les outils qu'on a mis en place dans notre ouvrage, là, dans la boîte à outils, on a parlé de pédagogie qu'on n'a pas inventée, hein. On a reparlé de pédagogie coopérative, par exemple. On sait très bien qu'à certains moments, l'enseignant doit organiser des situations, du travail en groupe, des échanges entre ses élèves qui vont lui permettre, en fait, de développer leur autonomie, de développer le sens de l'initiative, et pendant ce temps-là, il veut s'occuper des enfants les plus fragiles, tu vois. Ça, c'est des stratégies qu'on n'a pas inventées, hein, mais on a voulu les réhabiliter parce que ça paraît important aujourd'hui, quand on est enseignant, d'avoir à la fois la maîtrise d'un collectif et en même temps d'avoir l'écoute et l'attention et le suivi personnalisé de chacun de ses élèves, tu vois. Donc tu confirmes, Florence, c'est possible d'être à la fois dans la gestion du groupe et la maîtrise des dynamiques collectives et dans l'attention individuelle à chacun des 24 élèves de la classe ou des 12 si on a, je ne sais pas s'il faut dire de la chance d'être en ZEP, mais en tout cas, on peut jouer sur ces deux tableaux à la fois. Et tout à fait. En fait, c'est une alternance de modalités de groupe, organisations qui vont se succéder dans la journée entre des temps collectifs, parce qu'il y a quand même l'aspect apprentissage culturel, vivre ensemble qui est important à ce moment-là. Et après, d'autres modalités d'organisation du groupe, que ce soit des temps autonomes où ils sont tout seuls, que ce soit en binôme,
sous forme de tutorat, que ce soit en groupe de besoins, et que toutes ces différentes modalités qui vont se succéder tout au long de la journée vont permettre en fait à l'enseignant de ne pas toujours être avec les mêmes enfants pour pouvoir apporter et mieux apporter ce dont les enfants ont besoin et cibler selon les moments et les besoins didactiques, j'allais dire, de l'enfant. Et c'est ça que, j'allais dire, on acquiert au fur et à mesure de son expérience d'enseignant aussi, hein. La première année, on gère souvent un grand collectif, mais progressivement, on s'aperçoit que une classe hétérogène, de toute façon, c'est la norme. Il y a et j'allais dire que non seulement c'est la norme, mais j'allais dire c'est presque une chance. Parce que ça permet d'avoir des organisations qui sont différentes et que l'enseignant soit finalement à certains moments en interaction individuelle. Et quand en interaction individuelle, on développe chez l'enfant ce sentiment de compétence pour lui montrer qu'il est capable de faire des choses. Ouais. Et Florence, tu parles de l'enseignant et de ce qu'il doit faire à la fois avec le groupe et avec chacun. J'ai l'impression que pour pratiquer la pédagogie positive dans une salle de classe, c'est aussi un super challenge pour l'enseignant lui-même. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de développer les compétences psychosociales des élèves, mais l'enseignant doit aussi développer, j'ai l'impression, ses propres compétences psychosociales pour être capable de se connecter aux émotions de l'élève, etc. C'est important. Et donc, la question que je voulais te poser, Florence, toi, dans ton chemin d'enseignante, qu'est-ce qui a été le plus dur? Est-ce que tu as été confrontée à des difficultés personnelles ou à des limites personnelles et à des choses que tu as dû travailler ou acquérir dans un travail sur toi-même pour être un enseignant capable de délivrer une pédagogie positive? Alors, je pense que il y a des moments, en fait, il faut savoir lâcher prise. Il ne faut pas être en contrôle permanent de tout ce qui se passe dans la classe. Sous-entendu, ça nécessite, là je bascule sur un autre registre, c'est l'aménagement de l'espace. C'est-à-dire que l'aménagement de l'espace va permettre de proposer des activités qui vont être décidées, structurées, organisées par l'enseignant et qui vont permettre d'être comme un autre professeur, un assistant, où l'espace va venir assister l'enseignant pour lui permettre de se détacher de tout le groupe et de se focaliser sur certains. Et donc lâcher prise, ça veut dire j'accepte de ne pas voir tout ce qui se passe, je fais confiance. Ça se passe quel que soit l'âge, je veux dire, même avec des petites sections, il y a des enfants à qui on peut vraiment faire confiance. Et ils nous rendent bien. Hein. Donc tu dis, là, un truc important pour toi, ça a été d'accepter qu'il y ait des choses qui se passent dans la classe sans toi. Exactement. Et de ne pas voir, de ne pas savoir, de ne pas maîtriser ce qui est en train de se passer, mais alors, j'ai un espace, les élèves sont là, ils travaillent, ils avancent, c'est ça? Oui, alors une chose, il y a le fait de ne pas savoir, en fait si, je sais. Parce que j'ai organisé en avance les espaces, donc je sais ce qu'ils vont faire. Hein, dans toute cette pédagogie autour des activités autonomes qui est une inspiration de Maria Montessori, en fait, tout l'environnement était prévu en amont. Donc, on sait à l'avance que les enfants vont faire. On a défini, j'allais dire, le cadre. Ça, et parfois, on voit que les enfants vont jouer un peu n'importe comment dans ce cadre. Alors, soit le cadre n'a pas été montré avant, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur le bonjour. Si on ne dit pas bonjour, l'enfant ne dira pas bonjour. Si on ne lui apprend pas à jouer avec un nouveau jeu, moi je partais du principe que rien n'est inné, mais tout peut s'apprendre. Et ils ont des bonnes dispositions pour tout apprendre. Donc l'important pour l'enfant, c'est vraiment
de lui donner le cadre et de lui montrer, exactement, on a parlé de la pédagogie explicite, voilà, je vais te montrer avec ce jeu en maternelle comment on peut jouer, en élémentaire, voilà, je vais te montrer dans la bibliothèque comment tu fais pour prendre un livre. Et il faut déjà, en tant qu'enseignant, avoir décidé en amont comment on souhaitait s'organiser Mmh. et être explicite, donner, j'allais dire, aux enfants la manière dont on souhaite qu'ils utilisent le matériel, qu'ils travaillent, le faire savoir, le co-construire avec eux et le valider avec eux. Mmh. Donc finalement, il y a des choses qui se passent dans la classe, dans des espaces, et tu ne sais pas exactement ce qui se passe, mais en même temps, tout ça s'inscrit dans un cadre que tu as pensé, construit avec eux, et donc c'est pas juste, en gros, le bazar. Chacun fait ce qu'il veut, c'est la teuf, machin, grand n'importe quoi, machin. Pas du tout. C'est, en effet, il y a des espaces d'interaction sans le prof, mais prévu par le prof, pensé par le prof, co-construit avec la classe. Et ça, mais ça a été un enjeu pour toi quand même d'accepter que oui, il y a en gros, je laisse travailler des élèves entre eux dans un cadre que j'ai prévu, quoi. J'allais dire, on le fait progressivement. Mmh. On commence avec un petit groupe, et puis progressivement, soi-même, en tant qu'enseignant, on prend conscience que c'est possible. On passe pas de tout à rien, j'allais dire. C'est une évolution progressive de sa pratique professionnelle. On teste. Et alors, toujours sur la posture de l'enseignant, qui est votre dossier numéro 7 ou 8, je crois, la posture éducative, dossier numéro 7. Moi, il y a un truc sur lequel j'ai envie de vous entendre, c'est l'outil numéro 40, exercer une autorité bienveillante. Parce que j'ai l'impression qu'on est quand même un peu au cœur du sujet de la pédagogie positive. Et moi, ça m'intéresse à la fois en tant que parent et en tant qu'enseignant, parce que je vois bien que effectivement, à la fois, je suis mais complètement convaincu, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de... Enfin, vous prêchez un ultra convaincu quand vous dites ce que je lis dans votre livre, c'est-à-dire que en gros, ça ne sert à rien de crier, de s'énerver, de menacer, de punir, qu'il faut embrasser les émotions de l'enfant, se mettre dans ses chaussons, le comprendre, accueillir ses émotions, qu'on est... et en même temps, à nouveau, à la fois en tant que parent, et je me souviens aussi de ma pire année d'enseignement, j'étais en classe de 4e à Sainte-Geneviève-des-Bois et je me faisais bordéliser dans les grandes largeurs par une classe de préadolescents à qui j'avais sans doute pas su donner justement un cadre, mais en tout cas, je me retrouvais à frapper du poing sur les murs, hurler, dire des choses que je n'allais pas pouvoir tenir. Et enfin, c'était le bazar. Et j'ai beau être convaincu sur le principe de oui, en effet, c'est ça qu'il faut. C'est un mix de bienveillance et de fermeté, machin, mais alors, concrètement, comment est-ce que vous avez des trucs et comment on fait pour atteindre ce truc de maître Yoda où on est autoritaire mais bienveillant, machin. Et voilà. Est-ce que vous avez des secrets, des trucs à nous dire là-dessus? Parce que franchement, c'est compliqué cette histoire. C'est le métier, ça, hein, Benjamin. C'est le métier et la performance consiste effectivement d'abord à sécuriser les élèves. Hein. Je pense qu'à partir du moment où tu es face à eux dans une position où ils te font confiance, ils peuvent te faire confiance, parce que tu as confiance en toi aussi. Hein. D'accord? Tu vois? On enseigne à des cerveaux, hein, et les enfants sont hypersensibles. Et plus ils sont petits, plus ils perçoivent en fait la difficulté de l'adulte, a fortiori la difficulté du prof. Donc, il faut te faire confiance aux élèves. Et en définitive, cette sécurité étant installée,
Tu peux tout à fait, à l'intérieur de ce cadre stable et sécure, avec des règles qui sont rappelées, dont tu es garant, parce que ces règles conditionnent en fait la sécurité de tous et conditionnent les apprentissages qu'on va réaliser ensemble. On est à l'école pour apprendre ensemble, hein. Donc à partir du moment où les règles sont plus observées, on passe son temps à faire de la discipline et là on ne peut plus enseigner pour faire apprendre. Donc si tu veux, à partir du moment où on a installé ce cadre qui relève d'un certain nombre de stratégies, hein, à partir de ce moment-là, on peut tout à fait donner la main et donner la place à l'activité, aux apprentissages des élèves. Mais ça relève quand même d'une position de confiance. Alors, c'est facile à dire, c'est plus compliqué à faire. Mais Florence a parlé tout à l'heure de l'aménagement. Je pense, je rebondis sur la question de l'aménagement, parce qu'un aménagement bien pensé prend en charge aussi un certain nombre de règles. Par exemple, quand tu as dans une classe des coins d'activité qui sont bien délimités dans l'espace, avec des seuils qu'on doit franchir pour y aller, avec des règles de fonctionnement, avec des règles de rangement, et que systématiquement on demande aux élèves, en définitive, d'observer ces règles-là, ton aménagement prend en charge cette question du cadre dans lequel les enfants évoluent et dans lequel ils vont pouvoir apprendre. Donc, tu vois, un aménagement peut être aussi bien pensée, la flexibilité aussi, hein, dans la perspective de permettre à des enfants de bouger. Ce n'est pas parce qu'ils vont bouger à un moment, ils en ont besoin, hein. On ne peut pas garder les enfants assis pendant des heures sur une chaise, c'est juste pas possible. D'autant plus les enfants d'aujourd'hui. Donc, quand ils ont besoin de se déplacer, de se mettre debout, etc., la flexibilité de l'aménagement permettra aux enfants de retrouver, j'allais dire, une sorte de sécurité, de bien-être, et leur permettra de continuer à travailler et tout en respectant le cadre posé par l'enseignant. Tu vois, il y a plein de stratégies de ce type-là. Et donc, pardon Florence, dis-nous un peu, toi. Rebondir en fait sur le livre Exercer une autorité bienveillante. La première étape, comment l'utiliser, c'est poser le cadre. Poser le cadre, c'est les trois R, ce qu'on appelle les règles de vie, les responsabilités et les routines. Les règles de vie, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à co-construire les règles. Alors, bon, en petite section, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais à partir de la moyenne section, la co-construction des règles de vie, c'est poser la question aux enfants. Pour que l'année se passe bien ensemble, de quoi a-t-on besoin? Et les enfants ont déjà la réponse. Hein, à de rares exceptions près, ils oublient les règles qui vont permettre des bonnes activités, de faire les activités. Et pourquoi c'est important de le co-construire avec eux? Parce qu'en fait, l'être humain, il a deux besoins fondamentaux, c'est le sentiment d'importance et le sentiment d'appartenance. L'appartenance, c'est appartenance au groupe. Et à partir du moment où il va participer à la définition des règles, plutôt que d'écouter les règles que vont lui donner la maîtresse, parce que de toute façon, ça va être exactement les mêmes, à partir du moment où il va avoir participé, il va s'investir davantage pour le bien du groupe, parce qu'il va se sentir concerné puisqu'on l'a fait participer. Vous voyez? Tu vois, donc ça, c'est poser le cadre ou au co-construit. La maîtresse ne vient pas avec des affichettes qu'elle a prises d'Internet en disant interdit de courir, interdit de ça. Non. Donc, déjà, quand tu dis tu co-construis des règles de vie, c'est un processus, moi, ça, c'est un truc qui me fait vraiment triper. La classe, il y a plein de trucs qui sont très démocratiques, hein, et donc on va se donner une constitution de classe ensemble, on va choisir nos règles ensemble, c'est ça? Voilà. Comment tu fais concrètement? C'est-à-dire que tu dis, comment tu fais pour se donner un cadre et des règles, mais en impliquant les élèves comment tu fais ça? Voilà, concrètement, je pose la question le premier jour de classe. Premier jour, ok. Oui. D'après vous, pour que l'année se passe bien ensemble, pour qu'on puisse faire des activités, pour que vous puissiez apprendre, de quoi a-t-on besoin? Donc, ils vont lister, hein. Lever la main pour parler, enfin les choses habituelles que l'on voit de toute règle de classe. Ils disent que tu écris au tableau au fur et à mesure ou Oui, alors
d'une part, je les écris au tableau, mais Mhm. surtout, ce qui est très important pour montrer que chaque voix compte autant, Mhm. c'est si un enfant répète ce qu'a dit un autre, c'est surtout ne pas dire « Ah ben, on l'a déjà dit ». Non, je plus sois, quoi. Oui, je suis d'accord avec ça, c'est Donc, ça? tu vois, on les écrit les unes en dessous des autres. Donc, si on a 30 élèves, on pourrait très bien avoir 30 propositions Mhm. similaires ou semblables. Le jour d'après, tu reviens en lisant les propositions en disant, et là, on bascule sur un travail de langage qui est intéressant. Ah bah tiens, ces deux-là, elles seraient pas un petit peu synonymes? Ah bah, on va en Mhm. garder une seule. Vous êtes Mhm. d'accord? Ok. Et on s'assure d'avoir l'aval du groupe parce que c'est la notion de démocratie scolaire, là, en fait. Mhm. Donc, ils participent et puis à la fin, on en retient finalement 5 ou 6. Mhm. Imaginons qu'il y en ait un qui dise bah, on n'a qu'à mettre des claques ou on n'a qu'à. Mhm. Est-ce que vous pensez que mettre des claques, ça va aider à ce qu'on passe une bonne année? Et tout de Ouais, suite, les enfants vont dire non, donc on la supprime. Tu ouais, vois? ouais, Fait comme ça, et puis après, il y a ce qu'on appelle les responsabilités. ouais. Parce Donc, qu'il y a quelqu'un qui demande dans le chat, pardon, après, les amis, je suis désolé, j'ai pas beaucoup relayé vos questions pour l'instant et tout, mais on va le faire. Mais il y a quelqu'un qui disait les 3 R, c'est règles de vie, responsabilité responsabilité et routine. Routine. et routine. Donc tu dis après, donc Alors, premier truc à faire, c'est on va se doter de règles de vie qu'on aura décidées ensemble et co-construites. c'est ça. Et Ok. puis, quand un enfant, parce que c'est pas parce qu'on les décide que forcément c'est un coup de baguette magique, faut Mhm. être quand même lucide. Mais quand il y a un enfant qui ne respecte pas la règle de vie, on le prend par la main, on lui dit, bah regarde, tu vois les règles de vie là, tu avais dit qu'il fallait chuchoter pour parler. Mm. Ah oui. Donc en fait, on le ramène à la règle, on le ramène au cadre, tu vois. Ok. Donc on lui signifie que là, il a dépassé le cadre. Ouais, s'il y a des règles, c'est pour qu'elle nous guide au quotidien et que quand on transgresse les règles, on rappelle la règle et qu'on se demande. Oui. Hmm, C'est exactement ça. ok. Alors après, en ce qui concerne les Ouais, responsabilités, c'est quoi souvent ça? dans la Hmm, classe, on confond, enfin, on se perd dans l'objectif principal de la responsabilité. La responsabilité, c'est dans le but d'être utile et de rendre service à la collectivité. Par exemple, il y a un enfant qui va arroser les plantes chaque semaine. Par exemple, il y en a un qui va essuyer le tableau. Mais c'est quelque chose qui rend service à la collectivité. mhm, Souvent dans les classes, ce que l'on constate, c'est des responsabilités où il y a des enfants qui surveillent les autres. Bah non, chacun se surveille soi-même. ouais, Ou alors un enfant qui va ranger toute la table pour un groupe. Bah non, chacun est responsable de son propre matériel. hmm, Tu vois, c'est des responsabilités qui touchent toute la collectivité. Moi, j'avais une collègue enseignant en petite section, elle avait 30 responsabilités. Parce que l'important, c'est que chacun, au travers de la responsabilité, puissent contribuer à la vie collective et se sentent concernés et se sentent appartenir, puisqu'on a dit que c'était vraiment très important, deux besoins fondamentaux au même titre que la respiration, c'est sentir qu'on appartient au groupe. C'est l'exemple que je donnais du petit garçon au départ. Il y a des gens ouais, qui sont de moi. Et l'autre, c'est le besoin d'importance qu'on l'on mesure au travers des responsabilités qu'on a dans le groupe. hmm. Et du C'est coup, ça. parce que moi, les responsabilités, j'ai l'image par mes enfants, hein. Là encore, moi, je suis pas un praticien, mais j'ai l'image d'un truc qui est assez peu partagé et qui ne concerne pas tout le monde. En gros, j'ai un délégué, j'ai une semaine un élève qui est responsable de ça. Toi, tu dis, Florence, non, on peut faire en sorte que chaque élève soit responsable de Alors, quelque chose. peut-être que tous les élèves, c'est un petit peu difficile Hmm. chaque jour, mais au moins que chaque semaine, à tour de rôle, il y a la moitié de la classe qui sont en responsabilité. Hmm. Après, une responsabilité, il faut trouver des mini-tâches. Ça peut être un enfant qui efface le tableau le matin, l'autre le soir, un qui tient la porte, un qui allume la lumière. Mais Un qui Hmm. l'éteint le soir. Hmm. c'est quelque chose qui soit, j'allais Ouais. dire, vivant, intégré dans la vie ordinaire de la classe. Hmm. Tu vois? Ouais. Et, et bien évidemment, là aussi où faut être vigilant, c'est qu'il faut les rappeler, il faut les faire vivre, ces Hmm. responsabilités. Il Et faut ouais.
perçu la portée pour avoir envie de les faire vivre, parce qu'on voit que ça fonctionne. Et j'imagine que, en plus des responsabilités individuelles, peut-être que dans le meilleur des mondes, chaque élève se sent de toute façon responsable de ce que on éteigne les lumières à la fin de la journée pour pas consommer de l'énergie parce que machin, que non? Alors, Ouais. certains oui, Ouais. certains, j'allais dire, en fonction de l'éducation qu'ils ont eue, ils sont plutôt en surveillance des autres, que les autres fassent bien, Mm. ne fassent pas de bêtises, plutôt D'accord. que souvent ça se passe comme ça. Ok. Et le C'est troisième R, c'est le R de rituel? de routine. Routine. Routine, rituel, c'est un peu la même histoire. Pas tout à fait. Non, pas Alors, tout à fait. Alors, dites-nous. la routine, si tu veux, ça, c'est toutes les tâches répétitives qu'il y a dans une classe organisationnelle. Mhm. Par exemple, sortir ses cahiers, se mettre en rang, venir quand la cloche sonne. C'est, tu vois, des choses qui sont routinières au sens qui reviennent chaque jour dans l'organisation. Et peu d'enseignants prennent le temps, alors déjà de définir des routines de travail et de les enseigner et de les entraîner les élèves à ça. Alors en 1, par exemple, je sors les cahiers. Donc en 1, je sors mon cahier. En 2, j'ouvre la page. En 3, je prends mon crayon. En 4, je croise les bras. Ça veut dire que je suis prêt. On est beaucoup dans l'implicite en tant qu'adulte. On se dit, oh, bah, c'est facile. Bah, oui, mais non. Celui qui a peut-être la chance de faire ça chez lui, bah, il va l'avoir. Mais celui qui n'a pas cette chance, si l'école ne lui apprend pas, bah, il se met en retard, il perd confiance. Donc, c'est à nous de devancer, tu vois, et de les aider à s'organiser. Et on a vu, je crois, pendant les périodes de confinement, pour ceux qui ont eu, qui sont parents et qui ont eu des enfants à la maison, la Ouais. force de la routine. Ouais. Enfin, moi, j'ai été Ouais. frappé au moment du Ouais. premier Les confinement, quand repères, je ouais. me suis retrouvé avec mes gamins sur les bras et des enfants qui étaient en CP et qui devaient faire l'école à la maison. Ouais. La puissance de la routine scolaire qui avait été installée par les maîtres et qui faisait Absolument. que Ouais. bah, voilà, chaque matin, mon fils Noé, il était hyper au clair sur ce qu'il avait à faire, la météo, le machin, la date du jour, le mot. Bon, c'est très puissant. Alors, merci, mesdames. On n'a pas fini, hein, attention, hein, ça fait 1 heure moins 1 minute qu'on est ensemble et on a 1000 choses à se raconter encore. Mais je m'aperçois que j'ai peu donné encore la parole à nos auditeurs et donc j'aimerais, chère Esther, Sandrine, Ulysse et compagnie, Noël, Tassa, etc. Avez-vous des questions pour Ève, pour Florence, pour l'une et l'autre? Vous avez amplement participé à cette discussion et je vous en remercie. Mais voilà, si vous avez des questions à poser à nos deux invités qui nous font l'honneur et l'amitié de venir partager avec nous leur conception sur la pédagogie positive, c'est le titre du bouquin qui est paru aux éditions Duno et qui est une boîte à outils. Hein. Il y a 40 ou 50 outils très concrets et pratiques à appliquer au cycle 1, 2 ou 3 pour essayer d'être un enseignant qui pratique la pédagogie positive. Avez-vous des questions à poser à nos invités? Alors, je vais commencer, si vous voulez bien, mesdames, par une question de Charlotte qui dit comment concrètement faire valoriser un élève par ses pairs, un élève qui est un peu plus fragile. Tu nous racontais, Florence, cette anecdote assez géniale et miraculeuse, mais comment on fait pour qu'un élève fragile, peut-être un peu pas tout à fait dans la norme, peut-être un peu... comment on fait pour qu'il se sente appartenir au groupe et qu'il se sente valorisé et qu'il se sente... qui porte sur lui-même un regard positif, etc.
Alors, la valorisation, la première, c'est celle que l'enseignant va donner à son élève quand il a fait un travail. Et c'est de mesurer le chemin qu'il a parcouru et les petits pas qu'il a fait, Mhm. et de regarder, j'allais dire, plus sur le chemin parcouru euh, avant, en arrière, plutôt que de regarder les manques jusqu'à l'objectif final. Donc, c'est de l'encourager avec des phrases. Il y a plusieurs phrases. Il y a un recueil de phrases, j'allais dire, d'encouragement dans le livre. C'est, d'ailleurs, je vais en lire certaines Ouais. pour vous montrer en fait la différence entre l'encouragement et le, comment ça s'appelle, et la phrase qu'on dit habituellement. Alors, attendez, je le retrouve tout de suite, tout de suite. L'encouragement, Ouais. euh, alors, où est-ce que c'est l'encouragement? Ah oui, 164. Heureusement que j'ai révisé cet après-midi parce que voilà. Donc ça, c'est une phrase d'encouragement. C'est et je vais vous faire alors la différence. Vous allez voir entre complimenter, Ouais. faire un compliment et encourager. Mhm. L'encouragement, c'est par exemple, tu as trouvé la solution. Cette note reflète tes efforts. Peux-tu me raconter comment tu as fait? Tu vas réussir. Ne te décourage pas. Regarde les progrès que tu as déjà accomplis. Tu peux être fier de ton travail. Tu as réussi à aller jusqu'au bout. Ça, c'est des phrases d'encouragement. Mhm. Les phrases de compliment qui statuent sur un état. Ce que tu es fort. 10 sur 10. Tu mérites une récompense. Ton travail est excellent. Tu vaux mieux que ça. Tu es le meilleur. Je suis fier de toi. Ton travail est fini. Ta peinture est magnifique. Mhm. Alors, la différence entre les deux, je ne sais pas si vous l'avez ressenti là, c'est dans le compliment, c'est on juge que le résultat final. Et dans la classe, bah, il y a des élèves qui vont recevoir un compliment, puis il y en a d'autres qui ne vont pas en avoir. Donc forcément, ils vont se sentir dévalorisés. Il y a une compétition qui va s'installer entre les élèves parce qu'ils se disent parfois, bah, est-ce que je vais cette fois-ci avoir un compliment? Et l'encouragement, quand on dit par exemple, tu as trouvé la solution, potentiellement on peut le dire à tout le monde. Ça ne veut pas dire que on a eu 10 sur 10, mais on a trouvé un bout de la solution. Peux-tu me raconter comment tu as réussi? Mhm. Comment tu as fait? Bah, là, on réfléchit sur le chemin que l'enfant a parcouru pour Mhm. pouvoir arriver à une solution. Vous voyez? C'est, tu vois, Benjamin et Charlotte, c'est encourager l'enfant, c'est regarder tous les petits pas Mhm. qu'il a parcourus pour lui donner confiance. Ouais. Et donc j'entends que la parole du maître est très importante et que le maître qui veut pratiquer la pédagogie positive doit probablement se départir de la posture de je distribue les bons points, les mauvais points, je félicite, machin, pour être dans une posture d'encouragement. C'est vrai qu'il y a, il y a ça plusieurs fois dans le livre, hein, des listes tu viens de nous les lire, d'un côté de jugement et d'un autre côté d'encouragement, etc. Mais si je reprends la question de Charlotte, comment est-ce qu'on fait pour que les élèves eux-mêmes, les autres élèves du groupe, Ouais, s'encourage. euh, soit pas. Enfin, j'ai entendu qu'il y a un travail à faire pour le maître, hein, pour sortir de la posture de je distribue les bons et les mauvais points. Et est-ce que vous avez des idées sur la façon dont on peut aider les élèves du groupe à porter les uns sur les autres ce regard positif et bienveillant? Oui. Il y a- oui, moi je pense à une pédagogie qui s'appelle la pédagogie par projet, hein. Ouais. Faire travailler les élèves par projet consiste effectivement à organiser en fait le fonctionnement de la classe et des activités en donnant la possibilité à chacun des élèves de la classe, selon ses talents et selon d'ailleurs ses
qualités et ses compétences, ils en ont tous, hein, ils en ont tous, la possibilité de se faire reconnaître par ce qu'il apporte au groupe. Et donc, quand on travaille par projet, chacun, à un moment ou à un autre, aura l'occasion d'apporter au groupe et aux autres quelque chose qui permettra, en définitive, d'avancer dans l'activité ou dans la réalisation qu'on a à faire ensemble. Cette pédagogie, ce travail par projet, permet effectivement d'offrir à chacun des enfants, quel que soit son profil, quels que soient ses talents, la possibilité de prendre sa place dans un groupe et d'être reconnu par ce qu'il apporte au groupe. Et ça, cette dimension-là est très importante. Ok, merci Ève. Je voudrais, Ève, Florence, vous relayer une autre interrogation que je vois dans le chat et qui est assez partagée, visiblement, hein, et qui parle d'une chose dont vous parlez, ça tombe bien aussi, je crois que c'est le chapitre 8 de votre livre, la coéducation positive. L'interrogation que je vois poindre dans le chat concerne les relations entre l'école et la famille, les parents. Et je vais juste vous lire une ou deux interventions de nos amis auditeurs du chat. Anna, par exemple, dit « Je pense que la pédagogie positive doit commencer à être enseignée à la maison, puis la continuité se fera à l'école. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Et puis, attendez, je vous laisse, je vais vous laisser parler évidemment, mais je voudrais juste dire que voilà, il y a aussi, par exemple, Alice qui dit « Certains parents n'auront pas les codes pour le porter dans l'éducation. Si par chance l'enfant a une éducation positive à l'école, peut-être pourra-t-elle la porter à la maison. » Et puis enfin, Marie qui dit je suis dans le cas inverse, je suis parent qui utilise l'éducation positive et c'est pas facile non plus quand ce n'est pas suivi à l'école. Les punitions notamment. Hein, c'est interdit les punitions. Donc voilà, est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de ces enjeux de coéducation, l'école, les parents. Fatima, et après je vous laisse parler, mais Fatima dit à Anna, pas d'accord avec vous, les enfants passent beaucoup de temps à l'école, donc c'est très important. Parfois le milieu familial ne s'y prête pas, donc à nous de les aider. Bon. Alors, il y a plein d'éléments dans les questions hein, qui touchent effectivement à cette relation particulière que l'école doit contracter avec les parents. Premier élément, je pense que quand on met en place une pédagogie, quelle qu'elle soit positive ou autre, hein, transmissive, je pense qu'il faut toujours avoir en tête l'idée qu'il faut expliquer aux parents le sens du travail qu'on fait à l'école, pour qu'ils puissent le comprendre, et qu'ils puissent en définitive au moins accéder au mode de fonctionnement de l'école. Rendre explicite l'école permet aux parents de comprendre en définitive quelles sont les techniques, les démarches utilisées à l'école. Donc ça, tu fais ça quand? Pardon, mais... tu as la réunion de rentrée. Voilà, tu as la deuxième réunion en cours d'année, et puis à tout moment... Tu peux effectivement, on l'a vu au moment du confinement, d'ailleurs, il y a eu des chats entre des enseignants et des parents, et des enseignants nous ont dit, mais les parents, en fait, qui avaient la possibilité de discuter avec la maîtresse par le biais de la visioconférence, là, ont mieux compris le sens du travail que faisait la maîtresse, et le sens de ses attentes et de ses demandes. Donc toutes les occasions sont bonnes, des réunions parents-profs, des échanges informels à la sortie de l'école, des rendez-vous individuels, des visios, voilà. Okay. Mais ça, c'est une évidence, si tu veux, c'est une tautologie pour que le travail d'éducation par les savoirs se fasse de manière cohérente au bénéfice de l'enfant. Il faut avoir le souci d'associer les parents à ce travail-là et de leur faire comprendre le sens de ce qu'on fait. Le deuxième élément, c'est qu'on peut très bien avoir à l'école des démarches de type constructiviste, positive, explicite, etc. et qu'au sein de la famille, il n'y ait pas ce type d'éducation-là, tu vois. Bah oui, il y a quelqu'un, pardon mais de t'interrompre, Ève, mais il y a quelqu'un, Mevena dit dans le chat, il y a des parents qui ne viennent pas aux différentes réunions et que le PE ne voit jamais. C'est vrai.
c'est vrai. Eh bien, cela, il faut peut-être leur demander de venir un petit peu plus participer à la vie de l'école, pas par le biais d'une réunion institutionnelle, mais par le biais de participation à certains projets. On arrive quelquefois à faire comprendre le sens du travail scolaire autour de fêtes, autour de, tu vois, de rencontres. Ou, tu vois, on peut prendre un biais plus convivial. On dit aux parents, on a besoin de vous pour faire fonctionner l'école. Et là, pour le coup, quand les parents accompagnent, par exemple, les sorties scolaires, ils comprennent mieux aussi le travail de l'enseignant. Donc, ce n'est pas forcément de l'institutionnel, ça peut être du convivial, du festif et du ponctuel. Oui, deuxième élément, l'école peut travailler avec des familles qui ne partagent pas forcément les mêmes valeurs et les mêmes principes éducatifs que l'école. Il faut faire avec. Il faut arriver à trouver quand même de quoi expliquer aux enfants que ce qui se met en place à l'école peut être différent dans la famille, peut être différent, par exemple, je sais pas, des parents qui peuvent dire à leurs enfants, mais quand on te tape à l'école, eh ben, tu renvoies les coups et tu te défends. Et nous, on développe pas ça. À l'école, on développe plutôt la gestion de conflits, la régulation de conflits via la discussion, etc. Donc, il faut être conscient qu'il peut y avoir un hiatus, mais qu'il faut, en définitive, que l'enfant trouve sa place entre ces deux lieux-là qui vont pas forcément dans le même sens. Et pour la troisième situation, oui, c'est-à-dire une maman qui développe une approche positive, une approche éducative positive, et à l'école, on est plutôt dans la compétition et dans la sanction. À ce moment-là, peut-être que la maman, elle pourrait aller discuter avec l'enseignant pour essayer de trouver des points d'accord et mieux se comprendre. Et c'est là, pour le coup, les parents ont peut-être des choses à apporter. Ok, alors, Ève, tu viens de prononcer un mot qui vient d'être aussi très souvent claviardé dans le chat. Tout ça a été lancé notamment par l'intervention de Johanna, que je vais vous relayer. Oui. Est-ce qu'il y a des sanctions dans l'éducation positive? Et si vous permettez, je vais juste vous lire un peu les réactions que j'ai pu lire dans le chat à cette question. Peut-on parler des sanctions, Aurélie, dit Aurélie. On doit parler de sanctions, pas de punition. Oui, c'est une bonne question. Ça intéresse visiblement. Je ne parlerai pas de punition, mais de conséquences, dit Géraud Andeyona Van Gorp. Oui, d'accord. Donc, les bons points sont des récompenses. Pourquoi les élèves en ont encore? Merci, Michael, d'avoir posé cette question, parce que moi-même, je me la pose beaucoup en voyant mes enfants qui sont en CE1, ça y est, lancés dans la course aux bons points, aux images, aux récompenses. Dommage. Bah ouais, comment c'est possible? Ouais, oui, abordons les sanctions, s'il vous plaît, dit Camélia. Sally, une sanction est constructive et réparatrice. Aurélie dit punition interdite, on parle de sanction. Voilà. Alors, pardon, attendez, juste, je continue, ensuite on vous écoute, mais Nejma dit les récompenses, je ne suis pas sûr que ça soit bénéfique, car ça risque de créer des frustrations chez ceux qui ont un peu plus de mal à gérer leurs émotions. Bon, on se trompe d'objet, là, on se trompe d'objet. Hein. On ne travaille pas, on n'apprend pas pour des récompenses, on travaille pour soi-même. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, de toute façon, Benjamin, il y a un cadre légal à l'école dont l'enseignant est garant. Et la limite, c'est la mise en danger des autres. C'est-à-dire que ce qui se passe dans la classe, les règles dont a parlé Florence tout à l'heure, qui organisent la vie de la classe et qu'on construit avec les enfants, elles sont étayées sur le règlement intérieur de l'école. Le règlement intérieur de l'école, c'est la loi à l'école. Donc, quand il y a des comportements de la part d'enfants, même dans une classe où on pratique la pédagogie positive, des comportements qui mettent en danger les autres et qui sont des agressions de type verbal ou physique, là, de toute façon, il y a forcément une limite qui est atteinte et le maître doit agir en rappelant effectivement qu'il ne peut pas laisser faire ça. Et en tout état de cause, il y aura un rappel à la règle, à l'enfant comme à la famille. Moi, je suis assez adepte de dire aux parents, quand il y a eu vraiment quelque chose de grave, de l'écrire, de dire voilà, il s'est passé ça et j'ai réagi de cette manière-là. Et je tiens à vous associer à la réaction parce qu'il faut aussi qu'il soit partie prenante de l'application en fait du cadre légal à l'école. Les punitions,
Et la punition, c'est un aveu de faiblesse de la part d'un système, je pense. Hein. Et donc, quand on punit ou quand on récompense, c'est qu'on n'a pas suffisamment confiance en soi ou dans le savoir qu'on construit avec les enfants, qu'on a envie de leur transmettre, pour qu'ils puissent, j'allais dire, s'investir dans un vrai projet d'apprentissage. Et attends, pardon Ève, mais tu es en train de dire que tu encourages nos profs, jeunes, moins jeunes, machin, mais à arrêter de punir et de récompenser. Hein, j'entends ça. Et ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Bah ouais. Non, ça ne sert à rien. Si tu veux, on n'est pas sur le bon objet là. Ouais. Hein. Hein, on n'est pas sur le bon objet et ça va ponctuellement permettre peut-être une paix sociale à l'intérieur de la classe, mais en tout état de cause, ça, si tu veux, ça implique que l'enfant confonde ce qu'il doit acquérir pour se construire, grandir et être lui-même et réaliser les objectifs du socle commun et rentrer dans la vie active dans quelques années, et en définitive faire plaisir ou respecter un cadre ponctuel qui est souvent lié d'ailleurs à des exigences de personnes. Mais tu vois ? Pourtant, pardon, si je me fais de l'avocat du diable, et je sais que je suis assez convaincu par ce que tu dis, mais j'ai l'impression qu'il y a une efficacité quand même de cette espèce de vieille loi de la carotte et du bâton, et que, en effet, c'est un motivateur pour l'élève d'éviter de se faire punir et de prendre 500 lignes de « je ne dois pas parler en classe », ou bien d'aller chercher la récompense, les bons points, les images, collectionner. Et là, à nouveau, je le vois avec mes enfants qui sont plutôt du genre scolaire, etc. Il y a une vraie motivation mais qui me désole, mais qui est réelle. J'ai envie de faire plaisir à mon prof et de collectionner les étoiles vertes, les bons points, les images. Et on appelle ça comme on veut. C'est peut-être plus des notes sur 20 comme autrefois, machin, mais... C'est des A. Ouais. Alors, c'est des A. J'ai beaucoup de est-ce A. que c'est pas finalement, est-ce que c'est pas une bonne... pardon à nouveau si je me fais l'avocat du diable et de la pédagogie négative. Mais c'est pas une bonne chose que les élèves aient peur d'être punis et envie d'être récompensés. Tu peux pas faire fonctionner un acte éducatif constructif et j'allais dire bienfaisant pour l'enfant si tu fonctionnes sur ces registres-là. Et c'est du très court terme. Et je pense que Benjamin, on n'arrivera à rien de bien positif dans le temps si on continue à utiliser en fait ces stratégies-là, qui sont des stratagèmes. C'est des stratagèmes. Et je pense qu'on peut faire confiance aux enfants. Florence le dira d'une autre manière que moi, mais avec plus de pertinence sans doute. Je pense qu'on peut expliquer aux enfants très tôt qu'en définitive, punition et récompense ne sont que des satisfactions de très court terme ou des frustrations de très court terme, et qu'en tout état de cause, on peut viser autre chose qui renvoie soi-même et pas à l'autre, pas au maître, pas au regard de l'adulte. C'est se rendre autonome, c'est se permettre d'être autonome par rapport au regard que l'autre porte sur soi et se construire sa propre image de soi, tu vois. Surtout que la punition, ça développe en fait le sentiment de revanche chez l'individu. Ouais. Surtout quand en plus la punition n'est pas forcément juste. Parfois on peut punir, mais comme avant, quand on était jeune, on avait tous des lignes, on avait une punition commune alors qu'on n'était pas forcément concernés. Donc ça, chez l'enfant, de manière générale, la punition, ça développe le sentiment de revanche. Oui. Et la sanction, en fait, il faut qu'elle soit éducative. Il faut il faut qu'elle soit réparatrice et il faut que l'adulte s'investisse dans la réparation pour faire comprendre à l'enfant le mal qui a été fait et comment il peut rattraper son erreur. On en revient sur le statut de l'erreur, en fait. Il y a un préjudice. Voilà. Il a occasionné un préjudice. Voilà. Et donc toi, Florence, tu arrivais lorsque tu avais une classe à gouverner cette classe et la faire progresser et la faire grandir sans pratiquer ni punition,
tu me copieras 30 lignes de ce, ni récompense, bon point, tiens, voilà ton sucre. En termes de récompense, je dois dire qu'on en avait, mais ça Ouais. s'appelait récompense collective. Ouais. C'est-à-dire que quand, sur le principe un peu des bonnes actions, ce genre de choses, on avait une jarre ou un vase, et on avait des grosses perles, et quand un enfant en fait faisait quelque chose de bien, faisait quelque chose de bien pour la collectivité, par exemple, il remplissait il mettait une perle, et au fur et à mesure de la journée, de la semaine, du mois, il y avait un moment quand c'était rempli, c'était une célébration collective, et tout le monde avait plus ou moins, mais ça, j'allais dire que le fait que ce soit participatif et que tout le monde puisse y contribuer, tout le monde a envie qu'on arrive, qu'on puisse au plus vite, tu vois. Ok. C'est une dynamique collective que individuelle. Et alors j'ai une question parce que l'univers pédagogique que vous racontez et dont vous faites l'apologie et la promotion dans votre livre que je suis en train de montrer là à nouveau, la pédagogie positive à l'école primaire. J'ai l'impression que c'est quand même une tendance de fond qui est voilà, que de plus en plus de gens sont d'accord avec vous, ont envie de pousser dans cette direction, etc. Et en même temps, c'est pas une réalité aujourd'hui communément partagée par toutes les écoles et par toutes les classes de France. J'ai des réactions dans le chat qui disent ah oui, c'est pas comme ça que ça se passe chez moi ou dans mon école ou dans l'école de mes enfants, etc. Allons-y. Et donc j'ai une question pour vous, qui êtes quand même toutes les deux qui faites partie de l'institution scolaire et qui êtes conseillère pédagogique pour toi Florence, inspectrice de l'éducation nationale pour toi Ève. Et qui participait au recrutement et à la formation de nos maîtres d'école, voilà. Et on a dans nos auditeurs beaucoup de candidats au CRPE. Voilà, à quel point est-ce qu'on peut porter cette vision et la mettre en œuvre dans le contexte institutionnel qui est le nôtre aujourd'hui ? Et est-ce que les candidats au CRPE peuvent embrasser votre vision et tout ce que vous avez pu nous raconter ce soir? Est-ce que nos jeunes maîtres d'école, stagiaires, peuvent essayer de tous les matins demander aux élèves de se dire merci? Voilà. Quel est le... Alors, Benjamin, j'ai envie de te dire, les réponses, elles sont dans le programme 2015 de l'école maternelle, par le biais d'options institutionnelles qui s'appellent la bienveillance, la posture bienveillante du maître, c'est écrit noir sur blanc dans le programme, qui s'appelle l'évaluation positive, qui s'appelle la prise en compte des besoins de l'enfant, qui s'appelle une relation éducative constructive dans le dialogue avec les familles, tu vois, tous ces éléments-là, ces éléments de pédagogie sont en fait inscrits dans les missions de l'école maternelle, ça c'est sûr. Maintenant, c'est moins évident au plan de l'école élémentaire, mais je pense que, étant donné que la démarche pédagogique relève d'un choix de l'enseignant, à partir du moment où la feuille de route des enseignants sur les compétences attendues est respectée, c'est-à-dire l'enseignement de ce que les enfants en cycle 2, en cycle 3 doivent acquérir pour valider en fait les compétences de fin de cycle. Le choix des démarches relève de la liberté de l'enseignant. À lui de justifier, mais il peut le faire parce que tous les éléments sont là, à lui de justifier qu'à travers les stratégies qu'il utilise, qui sont des stratégies maîtrisées, c'est-à-dire qu'il met en place des démarches pédagogiques qu'il est capable d'expliciter, à lui de justifier qu'il fait réussir ses élèves parce qu'il les met dans une situation de bien-être, de plaisir d'apprendre
et que ça a une incidence en fait sur la qualité des apprentissages. Ça, on le sait. Ouais, donc ce que tu me dis, Ève, si je reformule correctement, mais ce que j'entends, c'est que d'une part, sur le fond, les programmes sont complètement en ligne avec tout ce que vous nous racontez ce soir et ce que vous racontez dans votre bouquin, et on est, enfin, il n'y a pas ça va dans le sens de ce que l'éducation nationale essaye de faire. Et en plus, le maître d'école est de toute façon a une liberté pédagogique et peut, voilà, s'il est de bonne foi et qu'il s'inscrit dans une cohérence avec les grands principes, etc., on peut justifier ce genre de pratique un peu exotique, comme celle que faisait Florence, des conseils d'école, c'est le premier jour, on va écrire ensemble la constitution de la classe. Enfin, on peut faire des trucs comme ça quand on est prof. Alors moi, je rajouterais Ouais, quelque chose, c'est ouais. que ce qu'on recherche avant tout, c'est la réussite des élèves à partir de démarches qui sont efficientes. Le ministère, c'est ce qu'il recherche, hein. Ouais. La réussite de tous les élèves, hein. Pour les candidats au CRPE, il y a le référentiel de l'éducation prioritaire qui s'appuie sur 6 axes. Les 6 axes, quels sont-ils? C'est la coéducation, enfin des relations avec les élèves, avec la relation avec les parents, la pédagogie explicite dont on oui. travailler de manière exigeante et bienveillante, c'est exactement ce qu'on a dit. Bon, après, il y a les travails en réseau, ça concerne plus l'équipe, mais en termes… La différenciation. La différenciation et puis le travail sur les fondamentaux. Donc, j'allais dire que, et ce qui fonctionne en éducation prioritaire, a fortiori, ça devrait fonctionner partout sur le reste du territoire, puisque en éducation prioritaire, il y a les élèves qui sont les plus difficiles souvent. Ça ne veut pas dire que hors d'éducation prioritaire, il n'y en a pas, hein. Mais donc, à partir du moment où, en tant qu'enseignant, on répond à la demande de l'institution, c'est-à-dire faire réussir les élèves, après, quand on est dans la classe, c'est un système, hein. C'est-à-dire qu'on a en même temps notre posture en tant qu'enseignant, on a l'espace, on a la gestion du temps. Je veux dire, c'est un puzzle avec les pièces qui s'imbriquent les unes dans les autres. Et c'est la cohérence de l'ensemble qui fait qu'on va finalement faire avancer les élèves et les faire progresser. D'accord, mais tu parles d'élèves difficiles. Je t'ai entendu parler d'élèves difficiles, de zones d'éducation prioritaire, et c'est pas forcément lié. C'est-à-dire que j'imagine qu'il y a des élèves difficiles, il y en a en zone d'éducation prioritaire, mais il y en a aussi en zone d'éducation privilégiée, l'autre ZEP. C'est pas pareil, hein, c'est pas la même difficulté, hein. Mais alors, c'est peut-être pas la même difficulté, mais j'ai des questions dans le chat. Jam me dit: comment faire si un élève perturbe la classe à plusieurs reprises malgré tout? Et Axel, dans la foulée, dit: j'ai un élève qui est sous traitement et avec une AESH qui a des soucis de comportement et de concentration. Il m'a jeté son chiffon d'ardoise, je l'ai mis au coin avec réprimande sonore, puis après quelques minutes, je suis allé le voir pour lui parler calmement, savoir s'il avait compris pourquoi il était au coin, mettre les choses à plat et expliquer pourquoi c'était mal ce qu'il a fait. Est-ce que j'aurais dû faire autrement? Demande Axel. Oui. Moi, Benjamin, j'ai envie de dire, bon, ce sont nos jeunes enseignants, ils sont en tout début de carrière, de métier, ils découvrent un certain nombre de choses. Et je voudrais dire que dans notre livre, on a été, j'allais dire, jusqu'au bout de la logique de la pédagogie positive, et la boîte à outils, elle n'est pas utilisable en tant que telle. Quand on débute dans ce métier-là, je pense qu'il faut prendre un axe, travailler un axe, ça peut être l'aménagement de l'espace, ça peut être la définition des règles de vie, ça peut être tout ce qui est étayage et encouragement, ça, tu vois, et déjà développer un axe particulier pour pouvoir améliorer en fait la nature de la relation éducative de l'enseignant avec ses élèves. Pour répondre à ta question, tous ces enfants un peu atypiques,
qui ont des problématiques particulières, et quand on a un AESH en général, il y a quelque chose qui est de l'ordre du handicap et ou du trouble du comportement, etc. Ouais, c'est ce que dit Julie à l'instant dans le chat. Voilà. Et avec les enfants qui ont des troubles du comportement, à savoir Voilà. des crises régulières, des enfants violents. Oui, il ne faut pas rester tout seul. C'est-à-dire que tu ne peux pas gérer ça dans le cadre de la gestion ordinaire de la classe. Il faut forcément aller chercher en fait des complémentarités de regard et d'intervention. Et quand ces enfants posent de gros problèmes et que ça peut perturber la classe, il faut peut-être trouver des moyens de délestage en travaillant avec des maîtres de réseau ou en prenant des contrats avec le directeur quand vraiment ces enfants-là ne vont pas bien, ils ne sont pas bien, ils sont en souffrance, ils vont perturber tout le reste de la classe. Il faut trouver les moyens de trouver des solutions qui reposent sur autre chose que la régulation du maître. Et donc l'institution est en gros, parce que moi un des trucs géniaux quand on est maître d'école, c'est qu'on est assez autonome, indépendant, libre, on est tout seul dans sa classe, mais ce que j'entends, c'est qu'on n'est pas tout seul non plus et qu'il y a dans le contexte institutionnel et machin, il y a des collègues, il y a des référents, il y a des gens qui peuvent vous aider si vous avez des cas où en fait vous ne savez plus quoi faire tout seul. Et alors, pour en revenir sur le cas de l'enfant qui jette, par exemple, le torchon là, de chiffon, ce qui est intéressant, mais on n'a pas forcément le temps quand on est enseignant, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière ce comportement. L'exercice est trop difficile, donc il faut faire une adaptation de l'exercice. Si ça se trouve, il a un besoin physiologique. Enfin, en fait, c'est prendre le temps avec lui, avec l'élève, pour savoir les besoins qui sont cachés derrière ce comportement. Lui, il l'exprime comme ça parce qu'il n'a pas forcément les moyens de l'exprimer, mais il n'a pas les mots. Mais si j'ai 24 élèves dans la classe, je ne pourrais pas faire ce travail-là avec les 24 probablement. En même temps, j'en aurais pas 24 qui me jetteront des torchons à la gueule. Non, il y en a qu'un ou deux en général, heureusement. Il n'y en a qu'un ou deux, donc c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc le maître va pouvoir lui-même essayer d'entrer dans ce travail très individuel de comprendre pourquoi est-ce qu'il en arrive à des paroxysmes pareils je me retrouve. Mais, et puis j'entends aussi le maître ne sera pas tout seul peut-être et pourra se faire aider, quoi. Ouais, il ne faut pas qu'il reste tout seul face à ça. D'abord parce que c'est pas j'allais dire, ça ne relève pas de la compétence ordinaire de l'enseignant. Ça relève d'interventions spécifiques. Et si il gère ça tout seul, à un moment ou à un autre, il sera dépassé. Moi, je l'ai vu au cours de ma carrière. C'est évident qu'il faut pouvoir en fait compter sur des appuis d'autres regards, qui sont des regards professionnels, qui ne sont pas que de la pédagogie, qui sont de la compréhension psychologique, par exemple, et faire en sorte que ce type de comportement puisse être identifié clairement par l'enseignant et on puisse avoir des réponses, tu vois. Alors là, on vient de parler de, ok, j'ai un enfant, 2 enfants, où ça chauffe, ils me mettent la misère, ils me jettent des torchons mouillés au visage, etc. Charlotte, dans le chat, pose une autre question, c'est comment faire quand le comportement global de la classe est comme celle décrite par Benjamin avec ses 4e? Disons que ce climat s'est déjà installé et qu'on veut se rattraper. En gros, c'est pas que j'ai un enfant, 2 enfants qui me mettent la misère, c'est que ma classe entière me met la misère. J'ai probablement déconné à un moment ou à un autre, mais en tout cas, j'en suis là. Aujourd'hui, c'est le bazar. J'arrive pas à travailler. Voilà. J'ai envie de dire, là encore, il ne faut pas rester tout seul. Il y a des conseillers pédagogiques, il y a le directeur, il y a les collègues. Il faut mettre à plat, essayer de retrouver, j'allais dire, un cadre beaucoup plus serein, parce que là, on est vraiment en situation de rupture. Et elle va s'épuiser, et les enfants perdent leur temps.
Donc, je crois qu'à un moment, il faut vraiment essayer de reprendre les choses et de repartir sur d'autres bases. Mais un enseignant face à sa classe ne pourra pas le faire. Il faut qu'il ait là des conseils, de l'aide, prendre un petit peu de distance aussi. Hein. Mais il y a eu des actions qui ont contribué à la dégradation du climat hein, et de la relation. Hein. Mais c'est pour ça que vous êtes là. Inspecteur, conseiller pédagogique, ah oui, mais Florence notamment. Ben oui, Florence et moi, on passait du temps hein, à aller aider les jeunes enseignants à trouver l'origine en fait de la dégradation en fait du climat de classe et à construire des solutions avec eux. Donc, il y a du métier derrière, si tu veux, Benjamin. Quand tu débutes, tu ne peux pas tout savoir. Que tu aies la misère dans ta classe, ça peut arriver. Hein. Bon, c'est même, j'allais dire, comme ça que tu apprends le métier. Hein. C'est en faisant des ratés. Mais il ne faut pas rester là-dessus et très vite, il faut construire des solutions avec d'autres. Mais parfois, il y a aussi, moi je dis toujours, quand on enseigne, on a deux jambes. On a la jambe pédagogique et la jambe didactique. Ce qu'on constate quand on est conseiller pédagogique et qu'on visite en fait les collègues qui débutent, parfois, souvent, ce qui est normal, la didactique de la discipline n'est pas suffisamment maîtrisée. Donc, les enfants, ils le sentent tout de suite. Hein. Il y a du flottement, le matériel n'est pas forcément préparé. On pense être clair dans ses consignes, mais les consignes ne sont pas claires. En tant qu'observateur au fond de la classe, parfois, je me suis déjà retrouvée dans des classes où moi, en tant qu'adulte, je n'avais pas compris ce qu'il fallait que les enfants fassent. Donc, je m'imagine les enfants à leur niveau. Parce que parfois, il faut aussi se méfier des manuels. Il y a des manuels qui sont plus ou moins explicites, plus ou moins clairs. Alors, c'est sûr que quand on débute, c'est difficile parce qu'on ne maîtrise pas forcément toutes les didactiques et on a toutes les disciplines à embrasser en même temps. Hein. Donc, souvent, il faut s'appuyer sur le livre du maître. On fait souvent l'économie de s'appuyer sur le livre du maître. Mais moi, je disais toujours, alors, il y en a qui sont plus ou moins bien, c'est vrai, mais ça a quand même été réalisé par des enseignants qui ont de l'expérience ou des conseillers pédagogiques ou des inspecteurs. Donc, il y a quand même une démarche qui en général est de meilleure qualité que ce qu'un débutant peut. Enfin, c'est de l'invention hein, au départ. Hein. Et souvent, les enseignants disent ah ben j'ai essayé, je l'ai lu, mais je l'ai adapté. C'est comme si en fait, en tant qu'enseignant, on se disait qu'on allait être meilleur que la personne qui a 15 ou 20 ans d'expérience. De temps en temps, c'est vrai, mais de manière générale, l'expérience promet un peu plus de compétences, j'allais dire. Et de qualité. Ah, c'est un vrai métier en fait, cette histoire de professeur des écoles. Et il paraît que ça s'apprend et que ça s'apprend sur le tas, mais aussi qu'on n'est pas tout seul. Voilà. Donc je suis très heureux que nos auditeurs aient pu vous rencontrer, Ève et Florence, et constater que vous n'êtes pas des monstres froids, mais plutôt des pédagogues passionnés et très visiblement à l'écoute à la fois des élèves et aussi des maîtres et de tout ça, que les maîtres ne sont pas tout seuls pour se débattre avec ces difficultés. Et je suis très heureux que vous ayez pu expliquer un peu ce que c'est que la pédagogie positive. Voilà, si vous avez voilà, on peut peut-être prendre une ou deux dernières questions. Ève, Florence, si vous-même vous avez un message ultime à passer à nos auditeurs et élèves d'objectifs CRPE, les mimosas, les jasmins, les camélias, les magnolias, les hibiscus. On a tout un assortiment floral des futurs PE, des anciens PE, aussi tout le monde. Enfin voilà, je ne sais pas si on entre dans le moment des mots de la fin. Oui. Voilà. Donc, ouais. Ève. J'en ai en tête, Benjamin. J'en ai en tête et il me semble très important. C'est, et je ne paraphrase pas du tout d'autres ministres, hein, mais c'est la confiance.
c'est faire confiance aux enfants, parce que les enfants sont des êtres absolument fabuleux. Alors, en faire des élèves, c'est un vrai challenge, hein, mais ils ont un potentiel extraordinaire, donc il faut leur faire confiance. Ils sont capables d'apprendre des choses complexes, pour peu qu'on les accompagne de manière adaptée et qu'ils se sentent, eux, pris dans un vrai processus qui a du sens pour eux, hein, c'est-à-dire qu'il y a une motivation, il y a un objet, il y a une relation de qualité, etc. Donc, faire confiance aux élèves, se faire confiance aussi, hein, quelquefois, on n'est pas forcément en situation de réussite, on a peur, on doute, etc. Il faut se faire confiance, hein, il faut essayer de voir ce qui marche bien, ce qu'on réussit. Hein, c'est à partir de ces Tu parles réussites en tant que prof? Ah oui, Ouais. absolument, Mhm. absolument. Et puis de voir ce qui est plaisant dans le métier. Il y a un vrai plaisir, hein, dans ce métier, et pour pouvoir challenger sur les difficultés et les obstacles, voilà. Mais le positif, c'est de voir en fait aussi ce qui fonctionne bien et ce qui est agréable aussi dans le travail qu'on fait. Hein. Ah bah ouais. Donc voilà, il faut aller chercher ça. Hein. Ouais, je suis bien d'accord. Et alors, tu dis, voilà, faire confiance aux élèves. Vous parlez dans le livre d'éducabilité, je crois, ou en tout cas de l'idée Oui, que oui, chaque élève peut apprendre, progresser, machin, et mais oui. ne pas être dans un truc. Ah, les élèves, parfois on entend ça en salle des profs. Ah, la quatrième 2, la machin. Ah, c'est vraiment. Mais non, mais porter un regard positif et confiant sur les Eh élèves oui, et leur eh oui, capacité à apprendre, eh oui. et soi-même, tu dis, Ève, se faire confiance Oui, et positiver aussi oui, oui. sur son métier et tout ce qu'il a et ce qui comporte de positif, quoi. Oui, oui, je pense que c'est effectivement à partir de ce qu'on sent de fort en soi qu'on arrive à challenger dans le monde dans lequel on est, hein, surtout. Bon, c'est pas simple ce qu'on vit. Donc, il faut s'appuyer vraiment sur des socles de plaisir et de construction pour pouvoir avancer. Ouais. Super, merci Ève. Et toi, Florence, est-ce que tu veux nous dire quelque chose un peu Ah oui, bien sûr. Alors, moi, comme... effectivement, Voilà. c'est donner confiance dans l'éducabilité de chaque enfant, parce que au bout d'un certain nombre d'années, on l'a vécu, enfin je l'ai vécu, donc je sais que c'est vrai. Mais je pense que c'est au prix d'un certain lâcher prise, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors c'est vrai qu'en fait on a les programmes et en fait on se doit d'enseigner à partir des programmes et de finir les programmes, mais que parfois pour certains enfants c'est mission impossible de finir le programme avec certains. Donc il faut peut-être se dire qu'on ira moins loin avec certains, on ralentit un peu la cadence, mais pour qu'on retrouve un climat serein aussi dans la classe, hein, parce que dans un climat apaisé, on apprend mieux. Dans un tourbillon d'agressivité, De stress. Ouais. les enfants n'apprennent pas. Hein. Ah oui, oui. Donc, parfois, il faut revoir en fait à la baisse ses exigences. Ne pas hésiter à répéter, c'est plus l'enseignant qui s'ennuie à répéter avec ses élèves. Les enfants, ils ont vraiment besoin de beaucoup de répétitions. Regardez les ressources aussi institutionnelles, maintenant il y en a énormément. Peut-être que plus que d'aller sur 1, 2, 3 coucou ou des blogs d'enseignantes qui sont sympas, mais en fait où on cherche des solutions un peu prêtes à l'emploi pour lesquelles on n'a pas forcément réfléchi, on ne se les est pas suffisamment appropriées. C'est ce que j'ai pu constater en fait en regardant les enseignants. Alors c'est vrai que c'est un défaut d'enseignants débutants, c'est d'aller chercher quelque chose qui est tout fait. Et la contrepartie, c'est que finalement, il ne l'a pas construit lui-même, donc il se retrouve à mettre les chaussons de quelqu'un d'autre sans avoir anticipé. Puis parfois ça marche, et puis parfois ça ne marche pas vraiment, quoi. Hein. Ok. Ouais, donc j'entends plusieurs messages super importants. C'est pas de, enfin, on relâche un peu la pression, le stress et on se rend pas malade pour des programmes à finir, des machins. On est là, on fait de son mieux et voilà.
voilà. Et puis aussi, on fait de son mieux, mais soi-même, il n'y a pas enfin, on va pas chercher, on va pas plaquer des trucs fabriqués par d'autres qu'on est allé chercher sur 1, 2, 3 coucou. Attention. J'aime bien ton. On va pas chercher la solution sur 1, 2, 3 coucou. La solution, elle est en vous et dans votre classe, et vous allez la construire tranquillement, et ça va prendre du temps, et ça sera pas parfait, mais ça sera très bien quand même. Comme vous le voyez, je pense, l'institution sera là pour vous accompagner avec un regard bienveillant et positif, et il n'y a pas de prof parfait, de même qu'il n'y a pas de parents parfaits. C'était un truc, d'ailleurs, j'avais prévu de vous parler de ça aussi, je ne l'ai pas fait, mais peut-être que je peux le faire encore s'il me reste 3 minutes. Mais il y a un article de l'Express très récemment qui est paru, vous l'avez peut-être vu, qui dit l'éducation positive surfe sur la culpabilité des parents. Parce que c'est vrai, on entend beaucoup parler de ça, de pédagogie positive, d'éducation positive, de discipline positive. Et cet article récent de l'Express disait au diable tout ça, les pédagogues à la Ève Le Galland et Florence Samarine nous rebattent les oreilles d'éducation positive, mais on est humain, on a besoin de pousser des gueulantes parfois contre les enfants, machin, et c'est terrible de nous culpabiliser comme ça. Mais c'est pas ce que j'ai entendu ce soir. Non, mais j'ai envie de dire, Benjamin, se laisse culpabiliser celui qui a un petit fond de culpabilité. Voilà. Non, c'est ça. Et comme dit Ulysse, bref, aimez-vous les uns les autres. Mais attends, c'est super important. C'est super important. Ben, bien Charlotte, sûr. Merci de nous guider. Je vous transmets quelques retours et remerciements. Charlotte, merci de nous guider vers ce chemin passionnant. Ça donne envie d'être sur le terrain. Et merci. Merci beaucoup, Ève, Florence, Najwa, Sonia, Camille, Neige, Athèse, Ulysse, Maja et moi vous remercions beaucoup d'avoir partagé vos idées, votre expérience. C'est un grand plaisir d'avoir pu échanger avec vous. Et, merci Benjamin. Merci à vous. Vous reviendrez, on se retrouvera. Vous nous raconterez quand tu veux. La suite, l'épisode 2. Oui. Bonsoir tout le monde. Bye bye Julie, Aurélie, Mévena, Julie et compagnie. Et voilà, je remontre une dernière fois le livre qui s'appelle La pédagogie positive. C'est une boîte à outils. Ça s'adresse, je pense, principalement aux profs qui sont au cycle 1, 2, 3. Et qui veulent trouver des outils pratiques pour essayer de mettre en place cette pédagogie qui tire les élèves vers le haut et voilà. Et donc, merci beaucoup de votre participation à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt, Benjamin. Au revoir. Bye bye, Florence. Bye bye. Au revoir Florence, au revoir Ève, au revoir tout le monde.